Michel Diaz, donc répétons-le, qui est directeur de recherche émérite au LAS CNRS et qui est un membre éminent de notre club depuis pratiquement son origine à Toulouse. Et Michel travaille surtout sur la conception, je crois, des réseaux et des systèmes informatiques et est spécialiste de la robotique, je crois, au LAS. Et s'est beaucoup investi dans l'idée de maison du futur avec un bâtiment pilote, je crois. Oui. Et du coup, ce qui te vaut même d'être référencé dans le Wouzou, et parce que tu présides aussi plusieurs comités, conférences internationales et tu diriges de nombreux projets. Donc, écoute, je te passe la parole, Michel. Bon, merci, Anne-Gaëlle. Je vais partager l'écran. Je vais, comme l'a dit André, présenter la deuxième approche. Dès le début, l'intelligence artificielle a développé deux approches, une approche neuronale et une approche logique. Alors, l'approche neuronale, ça a été fait pour imiter les processus biologiques, pour imiter le cerveau et donc l'apprentissage. Et puis la deuxième, c'est la logique qui vise à comprendre donc, la pensée, c'est-à-dire comment on pense et comment on fait en particulier les déductions pour décider des choses. D'accord. Alors, la logique, c'est l'étude de la déduction. Mais ce qui est important, c'est que de la déduction qui doit être faite de façon prouvée, de façon correcte. C'est pour être sûr que si on en déduit quelque chose, donne une réponse à une question, on veut être sûr que cette réponse est effective. On a des bruits parasites, que ceux qui n'ont pas besoin de micro le coupent, s'il vous plaît. Les gens qui ouvrent. Voilà. Et donc, pour faire ça, je vais parler en trois étapes. Une sur la fondation, qui est la logique des propositions. La deuxième, qui est la logique habituelle que l'on fait maintenant, du premier ordre. Et puis la troisième sera la question d'inquiétude. Alors bon, c'est un peu théorique, mais j'espère que j'ai enlevé tout ce qui est trop difficile et que ce sera compréhensible dans les grands axes. Alors d'abord, on démarre en 1854 avec un monsieur qui s'appelle Boole, donc un mathématicien qui s'appelle Boole et qui introduit l'algèbre de Boole ou la logique booléenne. Et pour faire ça, il a introduit une chose qu'on appelle une proposition. Il a introduit des propositions qui sont des énoncés qui ont deux valeurs qui peuvent être soit vraies, soit fausses. Si elle est vraie, on dit qu'elle vaut 1. Si elle est fausse, par exemple, le robot est dans la cuisine. C'est vrai ou c'est faux? Et ces propositions, on peut les connecter entre elles par des opérateurs que vous voyez dessous, là, le premier, on va en voir quelques-uns tout à l'heure. Et puis, comme d'habitude, quand on fait des calculs, on met des parenthèses pour organiser un peu tout ça. Alors, première chose, le premier opérateur. Alors, c'est très simple, vous voyez. Quand on a P, non P, c'est l'autre valeur. Alors, si P vaut 0, non P vaut 1. Si P vaut 1, non P vaut 0. Alors, ce qui commence à être intéressant, c'est que si on fait non P, c'est-à-dire si on prend non P qu'on fait non P, donc c'est la partie de droite, vous voyez que 1 devient 0 et 0 devient 1. Et donc, on trouve tout de suite quelque chose qui est une égalité, qui est non P égale P, et ça, on l'appellera plus tard une formule vraie. Et cette formule est toujours vraie, parce qu'elle est vraie pour toutes les propositions. Alors ensuite, des choses un peu plus compliquées, qu'on n'utilisera pas trop, c'est le V. Le V, par exemple, vous voyez que pour que le V soit vrai, il faut que les deux propositions P et Q soient vraies. Pour que le OU soit vrai, c'est un peu différent. Vous voyez que le OU est vrai si l'une des propositions est vraie ou si les deux sont vraies. Ouais, c'est le OU logique. Alors, celle qui nous intéresse beaucoup, c'est celle-ci. Elle s'appelle l'implication, et voilà son tableau. Alors, regardez les deux niveaux du bas. C'est que si l'implication est vraie, on est sur cette ligne, quand P est vrai. Et vous voyez, si P est vrai, Q est vrai. C'est-à-dire, si P est vrai, alors Q est vrai, et on verra plus tard ce que ça donne. Un exemple très simple, vous avez ici une cuve avec une mesure de hauteur, avec deux capteurs, un capteur bas et un capteur haut. Et je peux écrire H capteur bas implique lancer le moteur. C'est-à-dire, quand l'eau est en bas, automatiquement, quand le capteur va être vrai, on va lancer le moteur d'entrée d'eau. Et puis, il ne se passe rien. Et puis, on attend quoi? On attend que l'H
soit au capteur haut, et quand le capteur haut sera vrai, on va pouvoir arrêter le moteur d'entrée. Donc c'est comme ça qu'on va faire travailler la logique avec des formules qui sont les formules logiques comme celle-ci. Quand c'est un peu plus compliqué, vous voyez, voilà. Par exemple, une autre formule qui est décrocher le téléphone. Mais décrocher le téléphone, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux possibilités. Soit Q1 et Q2, c'est-à-dire qu'il y a une sonnerie et je décide de répondre, donc je décroche, soit je décroche pour appeler. Vous voyez, comme ça, on va pouvoir combiner les choses et on va pouvoir mettre des conditions pour que les choses se passent, que les actions se fassent. Alors ça permet de faire une grande majorité de tous les automates programmables qui existent maintenant. Donc, c'est quand même des applications importantes. Mais bien sûr, c'est un peu limité. Et donc, si on veut faire plus, si on veut avoir des fonctions, si on veut avoir des nombres, il faut aller au niveau au-dessus avec des prédicats de premier ordre et de l'arithmétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on va avoir un alphabet. Alors, vous voyez en haut des propositions, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ce sont les mêmes. Hein. Ensuite, on va ajouter des constantes, donc qui sont des valeurs données. Hein. Alors, pour les nombres, c'est par exemple 3. On va ajouter des variables, ça c'est x, y, les variables classiques, des fonctions, on en verra une paire tout à l'heure, et puis des prédicats. Alors, ce qui est important, c'est que les prédicats, ce sont des propositions, c'est-à-dire ces prédicats, c'est soit vrai, soit faux, mais maintenant, c'est bien plus compliqué, puisque ça peut porter sur des variables, sur des constantes et sur des fonctions. Donc, ça permet de définir des conditions relativement compliquées. Et on ajoute à cet alphabet 4 choses de plus. D'abord, les entiers naturels, les nombres entiers naturels, 0, et on a vu que ça s'appelle S. Alors ça, c'est pour ne pas avoir trop de symboles. On va dire que S, ça équivaut à plus 1. On va voir tout à l'heure. Et puis, on a deux fonctions, deux fonctions classiques, l'addition et la multiplication. Exemple, 0, c'est 0. Et vous voyez que 0S, c'est 1. 0 SES, c'est 2. Et 0 avec 5S, c'est S. Et on peut faire des opérations pareilles, c'est-à-dire que 0, on compte le nombre de S, et puis avec le nombre de S, on a la valeur du nombre. Alors, ça, ce sont l'alphabet, c'est ce qu'on va manipuler, et ils vont être combinés, comme précédemment avec les propositions, mais de manière un peu plus compliquée. C'est-à-dire, on va combiner, bien sûr, les opérateurs d'avant qui sont toujours là, mais en plus, on a l'égalité et inférieur ou égal pour comparer des nombres, bien sûr. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est deux quantificateurs. Dans le A qui est inversé et le Y qui est dans l'autre sens. Et ça, ce sont des symboles extrêmement forts et très importants à utiliser. Le premier, ça veut dire quel que soit X. Donc A à l'envers X, c'est quel que soit X. Et puis l'autre, le E à l'envers X, ça veut dire il existe X. Et donc avec ça, on va pouvoir dire beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Alors, voilà un exemple de ce qu'on appellera plus tard une formule. Mais vous voyez, c'est quel que soit V, f de V inférieur ou égal à 5G de V, que multiplie G de V. Voilà, ça veut dire que dans tous les cas, toujours, pour toutes les valeurs de V, la fonction est inférieure à 5 fois G de V. OK? Donc, c'est ça qui va nous permettre de faire des conditions. Alors, comment on fait pour faire des conditions? On a besoin de faire des formules. Et là, on fait la deuxième étape. Donc, on prend l'alphabet et puis on va avoir des règles de construction. Alors, l'alphabet est là, et puis on va faire les constructions. Alors, bien sûr, on ne va pas rentrer dans les règles de construction, c'est trop compliqué. Hein. Mais là, on est au niveau qu'on a un alphabet, par exemple en français, on a un alphabet et on écrit des mots. Et il y a des règles pour écrire des mots, et dans certains sont des mots de l'alphabet, puis d'autres ne sont pas des mots de français. Tous sont des mots de l'alphabet, mais il y en a qui sont français, d'autres non. Et là, on va faire pareil. Avec ces règles de construction, on va construire des mots qui ont un sens pour la logique et qui sont des formules. Et ce qui est extrêmement important, que l'on verra tout à l'heure, c'est qu'on peut écrire une liste de toutes les formules. Vous savez qu'on peut écrire une liste de tous les mots du français. Ça s'appelle un dictionnaire. Mais là, c'est pareil, on va pouvoir écrire la liste de tous les mots de ce langage logique dans la liste de toutes les formules.
Et maintenant, donc, dans ces formules, on va trouver les prédicats. Et les prédicats, ils sont soit vrais, soit faux, selon les valeurs de variables. Mais il y en a quelques-uns qui sont soit toujours vrais, soit toujours faux. Exemple, celui qui est là, vous voyez, quel que soit V, f de V implique qu'il existe V, f de V. Ça, c'est toujours vrai. Pourquoi? Parce que si on a f de V qui est vrai pour toutes les valeurs de V, alors bien sûr, c'est la valeur de V. Et ça permet de, c'est important, parce que ça permet de simplifier. Alors la question, maintenant, c'est qu'on a des choses vraies au départ. Est-il possible de calculer tous les prédicats qui sont vrais? Comment les calculer? Et en particulier, ceux qui sont toujours vrais. Comme ça, si on sait les calculer, on comprendra tout ce qui est vrai et donc tout ce qu'on pourra faire comme assertion, prouver. Alors, il y a un petit moment là délicat, mais il n'y a que 3 ou 4 transparents. Pour faire ça, il faut définir ce qu'on appelle un système logique. Un système logique, donc, qui va permettre de faire des preuves. Et le système logique, c'est les 4 choses qui sont là. L'alphabet qu'on a vu, les formules, j'en ai donné quelques-unes, et puis on doit avoir des axiomes de base dont je vais parler, et puis après des règles de déduction. Ces règles de déduction serviront à obtenir des formules vraies, des théorèmes. Et on pourra comme ça aller d'étape en étape obtenir des formules vraies et des théorèmes. Alors bien sûr, on ne va pas rentrer dans les axiomes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les axiomes, ce sont les définitions minimales qui permettent de comprendre une partie de la réflexion. Par exemple, les axiomes des propositions, avec ça suffit à définir tout ce que font les propositions. Premier ordre, avec ça, on définit les fonctions et les symboles, quel que soit il existe. On ne rentre pas plus dans le détail que ça. Hein. Oui. Et pour les entiers, voilà, vous ne le savez pas, mais avec tout ça, on sait faire tous les calculs sur les entiers. Alors, je donne 2 exemples. Regardez la première ligne. Quel que soit x, il ne peut pas exister de nombre dont le successeur est 0. Ça veut dire 0 n'a pas de prédécesseur, les entiers naturels commencent à 0. Deuxième, quel que soit x égale 0, soit il existe un nombre, donc x est le successeur. C'est-à-dire, pour tous les nombres, on a un successeur. Et puis l'autre, c'est il n'y a qu'un seul successeur. Et ça suffit à définir les entiers. Ensuite, vous avez l'addition, ensuite, vous avez une multiplication, et puis ensuite, ça fait même des récurrences un peu plus compliquées. Voilà. Donc, ça, on a tout pour faire de la logique si on rajoute les règles de déduction. Et la règle de déduction, je n'en mets qu'une, il y en a plusieurs, mais bon, les autres sont un peu compliquées, donc je mets que la plus importante, et c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est l'implication. Parce que j'ai dit que si P implique que Q est vrai, et si P est vrai, alors Q est vrai. Donc il faut trouver que P implique que Q, il faut savoir que P et Q est vrai au début, et si P est vrai au début, on indique Q. Et donc comme ça, petit à petit, on va avancer dans la déduction. Alors exemple, parce que ça quand même c'est un peu théorique. Donc, on revient chez les Grecs qui avaient fait beaucoup de choses, comme vous le savez, et Aristote avait défini le syllogisme. Qui, de cette façon-là, c'est un raisonnement où certaines choses étant accordées, d'autres se déduisent nécessairement. Il disait pour faire ça qu'il fallait 2 prémices, une majeure et une mineure, qui donnaient une conclusion nécessaire. Et là, on trouve majeur, tous les hommes sont mortels, mineur, Aristote est un homme, conclusion, donc Aristote est mortel. Vous voyez que ça paraît logique, hein, jusque-là. Mais c'est du français ou du latin ou du grec. Il n'y a pas de preuve réelle. Donc, si on veut faire une preuve réelle, voilà ce qu'on doit faire. On doit prendre le premier ordre, on doit définir 2 fonctions. Une première fonction qui est homme de x, deuxième qui est mortel de x, et puis on écrit tous les hommes sont mortels. Comment on écrit ça? Ça veut dire quel que soit x, homme de x implique mortel de x. Ça veut dire tous les hommes sont mortels. Aristote est un homme, ça veut dire que homme Aristote est vrai, puisqu'Aristote est un homme Aristote est vrai. Et donc, comme Aristote est un homme, et que c'est un x, l'implication du début est correcte pour cet x. Et donc, homme Aristote implique mortel de Aristote. Et puis, comme homme de Aristote est vrai, alors par la déduction,
on trouve que mortel de Aristote est vrai. Vous voyez le processus. Le processus, c'est toujours une procession comme ça, par étapes, qui combine quoi? Ben, qui combine, voilà ce que c'est qu'une preuve. On part de toutes les fonctions vraies. Il arrive au raisonnement. On fait des théorèmes. Et puis, avec ces théorèmes, on continue. Et en faisant assez d'implications, on peut trouver si la formule F que l'on demande, c'est-à-dire si la question que l'on pose est vraie ou pas vraie. Et donc, F, un nouveau théorème, est obtenu par une suite de formules vraies. Par exemple, en bas, j'ai mis AX, X, G, XK, TH, etc. D'accord? Bon, faut être habitué quand même. Donc, voilà qu'une preuve, c'est une suite de formules vraies dont le dernier terme est F, c'est la question que l'on va poser. Et comme la liste des formules était, comme l'ensemble des formules était une liste, et que les formules vraies sont un sous-ensemble de ces, la liste des formules vraies est aussi une liste que l'on peut faire FV1, FV2, FV3, etc. On va voir que ça, c'est important à la fin. Donc, on a une liste de formules. Alors là, dernier point dans le travail, système logique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut surtout dire deux choses qui sont importantes. Un système logique doit être consistant et un système logique doit être complet. Un système logique consistant, si à la fois on ne peut pas prouver F et non F. Alors vous comprenez pourquoi. Si on peut prouver F et non F, ça veut dire que le système ne sert à rien, il permet de prouver n'importe quoi. Alors en fait, ça, ce n'est pas très grave parce qu'on se rend vite compte si un système est consistant ou pas. Et l'autre question qui paraît drôle au départ, c'est de dire qu'un système logique est complet si toute formule vraie est trouvable. Alors ça, c'est drôle parce que oui, on pourrait se dire que toute formule vraie est prouvable. Mais c'est comme tout, il faudrait le prouver. Le dire, ce n'est pas suffisant. Et c'est ce qu'a dit justement Hilbert en 1920, il a fait une liste de 10 problèmes, et parmi tous les problèmes qui étaient ouverts à ce moment-là, c'était est-ce que toutes les formules vraies d'un système logique sont prouvables? Et là, on arrive dans notre dernière partie, c'est que Gödel démontre en 1931 que dans le cas général, ce n'est pas vrai. Il existe des formules vraies qui ne sont pas prouvables. Alors là, je prends juste 5 minutes pour dire comment il a fait, parce que je crois que c'est intéressant, c'est facile à comprendre et c'est assez intéressant, en tout cas au début. Alors il s'est basé sur une solution qu'un autre mathématicien, Cantor, avait utilisée. Alors Cantor, c'était un gars que moi je trouvais très fort, et qui travaillait sur les ensembles infinis. Et il y avait un problème qui le perturbait, c'était qu'il connaissait deux ensembles infinis, les nombres entiers naturels, les 0, 2, 3, 4, 5, etc., et puis les nombres réels. Et il était sûr qu'il y avait plus de nombres réels que de nombres naturels. Mais comment le prouver? Alors, personne n'a su le prouver, puis tout d'un coup, il a eu l'idée de génie, il a fait un tableau. Voilà le tableau. En haut, il a mis en bleu les entiers naturels, 1, 2, 3, 4, etc. Et puis à gauche, il a mis en rouge, R1, R2, R3, il a mis les réels. Et il a mis que les réels de 0 à 1. Il a dit, ça doit suffire. Et puis, là, vous mettez tous les nombres que vous voulez, aussi longs que vous voulez, et autant de nombres que vous voulez, même de façon infinie. Et puis là, il s'est dit, est-ce que je peux trouver un nombre qui n'est pas dans ce tableau et qui soit un réel? Il a dit, il faudrait qu'il soit différent du premier. Il pourrait être différent du premier par le premier nombre après la virgule. Si à ce moment-là, il faudrait qu'il soit différent du second par le second nombre pour le second nombre avec la virgule, pour le second nombre. Et puis il a défini son nombre là-dessous. Alors vous regardez, dans 0, virgule, le premier 0 devient 1. Dans ce nombre qui est dessous est différent du premier, 4 devient 5. Donc le deuxième est différent du second. 1 devient 2, 0 devient 1, 3 devient 4, 4 devient 5. Et il a trouvé un nombre, qui est un nombre compris entre 0 et 1, qui n'est pas dans la liste. Quelle que soit la liste que vous faites, vous pouvez toujours ajouter un nombre qui n'est pas dans cette liste. Et donc, il a montré que l'ensemble
des réels était strictement plus grand, que ce n'était pas le même infini. C'est un autre infini que celui de l'ensemble des entiers naturels. Pas mal, hein? Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Gödel va faire la même chose. Il va mettre des entiers, mais à gauche, au lieu de mettre les réels, il va mettre la liste des fonctions, des formules vraies. Et donc, il va regarder s'il peut construire une formule qui n'est pas dans la liste des formules vraies. Alors, pour ça, là, on va aller vite parce que c'est juste pour que vous sachiez ce qu'il a fait. Il a fallu, pour ça, qu'il ait des variables. Donc, il a fallu qu'il code tout. Pour avoir les valeurs des entiers, il a tout codé. Donc, toutes les formules, toute la logique, il a fallu qu'il la code. Alors, par exemple, 0, c'est codé par 1. S, c'est codé par 0. Et vous voyez que le nombre 5 est codé, donc 5, c'est 0, 5S, c'est codé par 10 000. Le nombre 1 million, le nombre 100 serait codé par 1 suivi de 100 zéros. Oui, ça fait des nombres énormes, mais ce n'est pas très grave. Les formules sont codées pareil. Vous voyez, derrière, c'est le code pareil. Quel que soit, c'est 9, et donc ça fait 9, etc. Il peut coder comme ça les suites, il va coder les suites aussi, les suites dont on parlait tout à l'heure, qui prouvent des théorèmes. Et une fois qu'il a fait ça, il est obligé de définir un énoncé, bon ça on passe, fonction d'une variable, pour qu'il puisse construire un tableau comme ça, un peu comme celui de tout à l'heure. Et si vous regardez ce tableau à la diagonale, vous voyez que suite à gauche, c'est une suite de preuves. Donc en fait, logiquement, cette valeur est égale à 1. Et toutes les valeurs donc, qui sont sur la diagonale sont égales à 1. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va chercher une formule telle que cette valeur soit égale à 0. Mais ce qui est important, c'est que comme cette suite, c'est une preuve de la formule, il écrit des mots de x, y. Et quand il met la valeur 0, il fait le nom, c'est-à-dire que c'est le nom des mots de x, y. Et donc, il écrit quelque chose qui s'appelle, dans une case, il n'y a pas de démonstration, x n'est pas une démonstration de y. Vous voyez, ça c'est un... Et puis après, il le fait pour toute la diagonale, et pour la diagonale, c'est quel que soit x. Alors, il est obligé de faire un autre truc pour faire ce qu'il faut, et puis il trouve cette formule, et cette formule dit, pour tout x, on ne peut pas prouver la formule, celle-ci. Ça veut dire la formule FG n'est pas démontrable. Avec ça, il fait la formule d'incomplétude, c'est-à-dire si le système logique est consistant, c'est-à-dire s'il a un intérêt, alors il est incomplet. Et ça a beaucoup perturbé les mathématiciens, et en particulier les logiciens, parce que tout le monde pensait qu'on pourrait toujours trouver les solutions de logique. Eh bien, en fait, ce n'est pas vrai. Et en plus, il a montré que ça ne dépend pas du système d'action, parce que vous pourriez dire, oh, ça dépend des formules vraies que l'on prend, etc. Non. On peut prendre n'importe quelle formule vraie, n'importe quel ensemble, on va toujours pouvoir trouver la diagonale, et puis on trouvera donc une formule qui n'est pas prouvable. Et il a montré que l'incomplétude est obtenue pour tout système consistant qui soit suffisamment puissant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il contienne l'arithmétique et surtout les opérations plus et multiplier. Et si vous faites la même chose sans le multiplier, rien qu'avec le plus, eh bien ça devient complet. Donc, s'il y a des petites opérations, on sait trouver les réponses vraies. S'il y a tous les entiers avec le plus et la multiplication au moins, ben, on ne sait pas. Il y a des questions auxquelles on ne saura pas répondre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des formules que les systèmes... Désolé. Donc, il existe des formules que les systèmes automatiques ne permettent pas de prouver. Et donc, il existe des questions, il y a des réponses vraies que les calculateurs et les robots ne peuvent pas donner. Donc, on voulait dire ça, d'abord pour vous montrer comment ça marche à peu près les déductions, et puis surtout pour dire que de toute façon, un ordinateur ne fera jamais tout et ne peut pas répondre par définition, théoriquement, à toutes les questions qu'on va lui poser. Il y a des questions auxquelles il ne saura pas répondre et il ne peut pas répondre. Voilà, merci, j'espère que je n'ai pas été trop long, que ça n'a pas été trop dur, mais c'est pour vous donner une idée de la logique et de la limitation de la logique. Merci Michel.
Bon, il faut qu'on digère hein, un petit peu, c'est quand même pas facile. Mais là, c'est surtout la conclusion qu'il faut retenir, je crois. Voilà, c'est pour ça que je voulais quand même la Ouais, mettre, parce qu'elle est importante, quoi. ouais, effectivement. Alors, c'est même un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a des questions qu'on ne peut pas répondre théoriquement. Il y a des questions à laquelle on ne peut pas répondre parce qu'on n'a pas trouvé encore la preuve. C'est-à-dire, les humains n'ont pas trouvé la preuve. Et puis, il y a des questions à lesquelles on ne pourra pas répondre parce qu'elles prendront trop de temps pour la réponse prendra trop de temps pour être prouvée. Oui, donc, c'est pas gagné. Donc, vous verrez que quand même, on peut faire beaucoup de choses, vous allez le voir maintenant. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des limitations qui sont importantes dès que l'on commence à rentrer dans les nombres, dans la manipulation des nombres et de la logique.